L'abonné au Monde a fait compliment l'autre jour à Léon de ses intuitions technologiques puisqu'il annonçait depuis plusieurs mois que l'activité magnétique du Soleil allait compromettre la fiabilité des réseaux Internet, notamment. Mais comme toujours, si l'abonné au Monde l'a félicité, c'était en fait pour déplorer son catastrophisme. Il a dit, tu vois, ça a abîmé à peine 3 satellites, ça n'a pas rendu la planète invivable, ça ne l'a pas en tout cas privé d'électricité, d'électronique, de caméras de surveillance, etc. Mais a dit Léon, j'ai pas dit que ça allait se produire tout de suite. On n'en est pas encore là, on le voit bien. On n'est pas au bord du contrôle généralisé. Sans ça, il y aurait moins de gens dans les rues, dans le monde entier, pour protester. Non, j'ai dit que lorsque la volonté des gouvernements sera de tout verrouiller au mépris de la volonté individuelle, la nature va se fâcher pour leur dire à tous que leur construction à la noix, là, dans le domaine des réseaux, n'ont pas tenu compte d'une chose importantissime, la plus importante, qui est la fragilité magnétique de notre environnement. Tu as beau faire tous les robots, tous les drones de la Terre, si les radiations ionisantes émises par le Soleil, en plus de la lumière, arrivent sur Terre, toute matière est traversée, toute carte électronique est susceptible de tomber en panne. Et là, Vladimir, qui avait très envie d'intervenir dès le début, parce qu'on était en période de grand cirque diplomatique russo-ukrainien, et qui revenait de là-bas, Vladimir est gentiment venu en aide à Léon en disant « Ah, décidément, toujours ce mauvais esprit réducteur des lecteurs du monde, ce côté falsificateur du bout des lèvres. En fait, c'est pas 3 satellites d'Elon Musk qui sont tombés, qui sont en train de tomber, mais 50. Donc son fameux réseau Internet qui tisse une toile à travers toute la planète, comme s'il y avait des poteaux télégraphiques dans l'espace, eh bien tout ça est en train de se défaire. Et là, il a dit, j'en ai parlé cette semaine au vieux Roger. La nuit tombée, justement, c'était avant le dîner, j'étais allé le voir et j'ai eu de la chance. Il me disait, ça nous concerne pas tout ça, nous au moins, là où on est, etc. Et c'est vrai à première vue. Mais nous étions sur le pas de sa porte, on entendait aboyer les chiens dans la cour, et là j'ai eu de la chance, je lui ai dit, viens voir. Parce qu'en plus, il avait l'air de douter de la réalité même de cette histoire de satellites par milliers qui livreraient le signal Internet jusqu'au cœur des forêts, dans les montagnes. Alors oui, je dis j'ai eu de la chance parce qu'en sortant, je lui ai dit n'allume pas la cour et là, pile, nous avons vu passer une dizaine de points qui se déplaçaient comme sur une tringle invisible au milieu des étoiles. Alors, il a dit, bon, je veux bien te croire, mais je trouve ça sinistre. Alors j'ai répondu, mais attends, je t'ai pas dit le contraire. Et je lui ai expliqué, justement, que ce réseau silencieux-là ne résistait apparemment pas à une éruption solaire de moyenne importance. Alors, vous imaginez si c'est plus grave. Eh bien, moi, ai-je dit, je l'ai imaginé, cette éruption, il y a 3 ou 4 ans, dans un article. J'ai imaginé que les centrales nucléaires soient confrontées à un orage de particules ionisantes comme ça, et je ne vais pas vous refaire tout le raisonnement, mais l'article s'appelait « Piscine en ébullition ». Les piscines, c'était celles du combustible irradié, piscines qui devaient absorber la chaleur, donc être refroidies comme des frigidaires. Oui, mais voilà, si les éléments réfrigérants ne marchaient plus à cause du soleil, on était mal. Alors, on nous a dit, dans la discussion qui faisait rage à ce moment-là, il y a des groupes au fioul qui prennent le relais. Oui, mais voilà, s'ils ne démarrent pas, qu'est-ce qu'on fait? Si le fioul n'arrive plus parce que les raffineries sont en panne, elles aussi, à cause du soleil, et que les bateaux n'arrivent plus à Fos-sur-Mer parce qu'on ne peut plus les guider, et que les camions ne livrent plus de quoi démarrer les groupes électrogènes, tu fais quoi? Rien. Tu fais rien, tu attends que l'eau s'évapore autour du combustible, et après c'est la fusion, et il y a du plutonium 239 partout dans la nappe phréatique, l'atmosphère, etc. Or, il y a 58 réacteurs en France. Donc le territoire entier deviendrait irradié pour 200 000 ans. Toujours sympa, et c'est de ça que parlait mon article, il y a 15 ans, paru dans Atlantico. Eh ben, j'ai voulu le retrouver là récemment, rien. Il a été effacé de Google aussi, et même des archives. Il y a juste une mention par un autre article d'Atlantico qui citait le bien et qui disait 3 mois après Fukushima paraissait un article sous la plume de machin intitulé Piscine en ébullition qui retrouve une singulière actualité depuis une révélation de la NASA selon laquelle la Terre a échappé à un accident électrique global le 21 juillet 2012. Seulement voilà, cet article, on ne le trouve donc plus nulle part. Donc apparemment, ce genre de mise en garde est devenu tellement indésirable qu'il a quitté les index au fil des années, parce que contrairement à ce qu'on dit, l'Internet, l'aurais-je dit,
est en fait un cimetière d'idées importunes et de documents introuvables. On dit Internet garde tout. En fait, Internet oublie exprès plein de trucs qu'on veut pas qu'on sache. Tu m'étonnes, a dit Vladimir. Juste au moment où la présidence française décide de relancer les centrales nucléaires, ils vont pas laisser des trucs comme ça en ligne. J'ai bien compris, ai-je répondu, mais on me permettra quand même d'être un peu inquiet si les informations disparaissent parce qu'un gouvernement a téléphoné. Et là, Gustave nous a fait de la philosophie, puis Léon nous a fait de la finance, tout en nourrissant son chien avec des biscuits. Je lui ai dit, Léon, ton chien fait 8 kilos. Tu lui donnes en ce moment 4 petits beurres. Donc pour un humain de 80 kilos, c'est comme s'il avait mangé 2 paquets, là. Ce que Bernard, l'ancien moine, un peu diététicien sur les bords, a pleinement approuvé. Oui, je disais donc avant l'incident des biscuits que Gustave avait fait son philosophe à propos des nouvelles qui disparaissaient d'Internet ou qui n'apparaissaient plus dans les journaux, parce que il a dit, toujours très orienté, gilets jaunes, manifs, etc., nous vivons l'ère de la surinformation dans les domaines dont on se fiche complètement, mais de la suppression des informations dans les seuls qui nous intéressent. Par exemple, tu aimerais bien savoir ce qui se passe à Paris en ce moment et à Bruxelles, mais les chaînes n'en parlent pas ou très très peu, et le pire, c'est que Facebook a supprimé, par exemple, le compte de ralliement des membres du fameux convoi de protestation, là. Et tu aimerais bien aussi savoir ce que disait un certain professeur prénommé Luc, prix Nobel, avant de mourir d'un coup, de façon bien opportune, quand même. Tu aimerais bien connaître son testament de spécialiste, mais les journaux en parlent à peine de sa mort et n'exposent pas son dernier point de vue, alors que c'est l'un des plus grands virologues de l'histoire. Et tu aimerais bien savoir quelles ont été les conclusions des études avant mises sur le marché des fabricants de l'élixir miracle, là, mais justement, les fabricants ont essayé de faire en sorte que les infos ne soient pas disponibles avant 50 ans. Du coup, la justice américaine, qui est quand même nettement moins à plat ventre que la nôtre, s'est fâchée et elle a dit, si, écoutez, on veut les 300 000 documents avant 15 jours, et du coup, la grosse compagnie pharmaceutique, là, la fameuse compagnie qui nous domine de son grand P majuscule, celle qui infiltre les gens dans tous les gouvernements, celle qui préfère qu'on dise la vérité après 50 ans, elle aussi, comme notre président, a prévenu ses actionnaires que, vu ce que contenaient les papiers qu'elle allait devoir livrer à la justice, son image risquait de souffrir un petit peu en bourse. Et donc c'est la même chose que pour les piscines nucléaires, et pour l'article de notre ami Adi Gustave, il y a des vérités qu'il ne faut pas dire, et si on te force à les dire, immédiatement tu vas remonter pour ta compagnie au créneau pour prétendre que ce sont les gens qui exigent la vérité qui causent les désastres boursiers. Donc pour résumer, Adi Gustave, nous allons traverser là très prochainement une période où les gens qui ne veulent entendre que la vérité officielle, obligatoire dans tous les domaines, vont dire à ceux qui, comme moi, creusent, lisent, enquêtent, mais à quoi bon? Vous voyez bien qu'avec vos enquêtes, vous êtes en train de tout foutre par terre. Et là, Léon a répondu, alors là, Gustave a raison. Ils se comportent tous comme si le fait d'avoir émis 65% de dollars en trop par rapport à la richesse réelle des nations, n'avait aucune influence sur le désastre économique à venir, comme si le fait d'avoir voulu infliger aux 2/3 des Occidentaux un truc qu'on se met dans le sang, tout en cachant les études préalables, n'était pas responsable de la crise de confiance dans les actions pharmaceutiques. Or, c'est le contraire. Et Léon a dit, elle est déjà là, cette crise de confiance. Quand tu regardes les sites, quel site a dit l'abonné au monde? Les sites où tu achètes et où tu vends. Et il a brandi là son téléphone en rappelant qu'il travaillait pour certains d'entre eux, de ces sites. Et là, l'abonné au monde, qui boursicotait comme souvent les gens de gauche, un peu communisants, qui sont en fait fascinés par le capitalisme sur le tard. En tout cas, il avait lui un petit patrimoine en action, et il a pris le ton du type informé, il a dit, un peu méprisant, oui, là, il parle des lettres financières, de tous ces trucs pour t'aider à acheter du LVMH. Mais pas seulement, a dit Léon. Moi, je regarde un tableau, par exemple, qui figure pas dans beaucoup de sites, c'est celui des gros détenteurs d'actions qui sont présidents de sociétés mondiales et qui possèdent des pourcentages de ces mêmes sociétés. Et c'est intéressant de voir s'ils achètent ou s'ils vendent en ce moment leurs propres actions, celles de leur société. Et là, l'abonné au monde a répondu,
Tu sais comme moi qu'ils peuvent très bien vendre un gros paquet d'actions de leur société pour faire plonger les cours, et puis pour racheter le tout, et même davantage, ce qui fait monter l'ensemble. Du coup, ils ont fait une opération formidable, alors que tout le monde croyait et disait qu'ils vendaient par panique. Léon a dit, oui, je sais bien que tout ça peut se produire comme tu le dis, mais là, et depuis une minute, il cherchait un site internet sur son téléphone pour lui brandir à la fin. Il lui a montré un tableau, il lui a dit, là, tu as des lignes vertes et tu as des lignes roses, et tu as 10 fois plus de lignes roses, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gros présidents de société vendent des actions de leur boîte en ce moment. C'est bizarre, mais il y a quand même énormément de pontes du secteur pharmaceutique qui vendent cette semaine leurs actions précisément. Alors tu vas me dire, c'est pour s'acheter une villa en Floride? Oui, peut-être, sans doute, mais justement, ils cherchent à transformer en solide, en pierre, un truc qui peut s'évaporer en 24 heures. Et comme on lui demandait pourquoi ça s'évaporerait, il a répondu, parce que Gustave a raison, les mauvaises nouvelles en provenance des peuples qui sont tous dans la rue ce matin encore, finissent par faire douter les investisseurs qui se disent « Ouh là là, punaise, les gens commencent à comprendre, ils ne veulent plus obéir, ils sont dans la rue, c'est mauvais signe pour notre argent. » Alors, là, a-t-il précisé, on en est au même point en fait qu'après le 11 septembre. Moi, ce qui m'a frappé à l'époque, c'est que 3 semaines après cette horreur, là, 3000 morts, hyper médiatisés en plus, tout le système s'entendait déjà pour te dire qu'il fallait dépenser quand même et partir en vacances et réserver pour le ski afin que la bourse reparte. Et l'autre chose qu'on ne te disait pas, c'est qu'on allait faire la guerre immédiatement comme ça, la guerre à n'importe qui, à Saddam, aux talibans, à l'Iran, pour soutenir l'économie et pour ouvrir de nouveaux marchés à coup de démocratie américaine obligatoire. Et là, donc, c'est parti, même chose pour l'Ukraine, rien n'a changé apparemment. Alors là, nous avons eu droit, évidemment, à une intervention un peu ferme, un peu vive de Vladimir en guise d'incident. Il a dit que tous ceux qui ont de la famille là-bas, en Ukraine, savent que ce sont les Ukrainiens pro-OTAN qui placent des chars un peu partout en ce moment contre la Russie et le Donbass. Or, Poutine, a-t-il dit, n'a lui aucune intention belliqueuse. Et tu sais pourquoi? M'a-t-il demandé à moi, parce que j'étais censé retranscrire ses propos. Parce que toute cette situation a été provoquée par le fait que l'Europe et Macron sont l'instrument de l'Amérique. Ils se téléphonent toutes les 2 heures. L'Allemagne, la Roumanie, la Belgique, l'Angleterre aussi, c'est pareil. Donc Poutine a trouvé beaucoup mieux pour ruiner cette belle alliance atlantique que d'envoyer des fusées contre les fusées. Ah bon, et quoi, a dit l'abonné au Monde, un peu goguenard, tu vas nous parler encore de l'humiliation de Macron au bout de la table de 8 mètres, mais t'en as pas un peu marre, là, de colporter des ragots à la Voici? Pas du tout, j'allais pas parler de ça. Alors de quoi? J'allais dire, au cas où l'OTAN chercherait à provoquer l'incident, par exemple, on a déjà, a dit Vladimir, la preuve qu'il paye des faux miliciens pro-Moscou pour aller tirer à blanc sur des Ukrainiens, parce qu'en fait, les soi-disant miliciens armés jusqu'aux dents font semblant d'être morts pendant que les caméras tournent, et puis après, comme en Syrie, ils se relèvent. C'est authentique, ce que je te raconte. Eh bien, au lieu de faire la guéguerre comme ça face à l'OTAN, tu sais ce que va faire Poutine? Il va faire couper les câbles transatlantiques au large de l'Irlande. Et là, hop, c'est fini, l'autoroute de l'information, plus rien. Ils vont devoir faire la queue par satellite. Or, les satellites tombent. On n'en est pas tout à fait là, a dit Léon, qui n'a pas démenti pour autant, mais c'est vrai que cette fois, ce n'est pas comme quand on a dit aux gens, après le 11 septembre, vous avez vu le vilain Saddam, etc. Cette fois, on leur a dit, prenez cet élixir et vous allez finir par penser comme nous. Cette fois, on les a obligés à avaler les 3 doses de l'élixir dans l'espoir qu'ils ne verraient plus le trou béant de l'économie qui s'agrandissait. Mais d'après ce qui se passe dans les rues du monde entier en ce moment et le long des routes canadiennes, l'élixir de vérité obligatoire, ça ne marche pas, ça ne marche plus, il a été fabriqué n'importe comment. Les gens commencent à douter de ses vertus, ils cherchent une autre vérité. Et normalement, toutes ces mesures absurdes, disproportionnées, étaient faites au départ pour leur inspirer aux gens un comportement de bétail que l'on distrait avant l'abattoir. C'était l'équivalent de la friandise que tu donnes à ton chien avant d'entrer chez le vétérinaire.
Seulement voilà, apparemment, les gens font comme les chiens les plus méfiants, comme le mien, ils veulent pas la friandise. Moi, mon chien, c'est bien simple. Quand on va chez le vétérinaire, il refuse carrément de monter dans la voiture au pied de chez moi. Quand je prends le vélo, il veut pas monter non plus dans le panier, alors que rien n'indique qu'on ne va pas, comme d'habitude, faire un tour le long du bois. Donc il y a un sixième sens qui lui indique qu'on va chez le véto. Eh bien, pour les peuples d'Europe, c'est à peu près pareil. Quand ils ont vu cette horreur de Jeux olympiques chinois, là, dans une nature absolument dévastée, polluée, à côté des barres d'immeubles et des centrales nucléaires, avec des sourires ni hao, mais en fait avec des codes de QR partout, même pour boire un verre, et des gens en quarantaine par villes entières, quand ils ont vu la cascade des mesures effrayantes aussi en Australie, quand ils ont entendu la commissaire européenne avec son petit brushing te dire qu'il faudra réviser le code Nuremberg, en gros ça veut dire qu'une équipe médicale pourra venir te piéger chez toi pour te marquer génétiquement de force avec le concours des gendarmes. Là, je te raconte pas le nombre de forcenés qui vont faire 4 morts sur le carreau. Eh bien, les gens, quand ils ont vu ça, ils ont tout compris. Ils ont compris surtout que ceux qui leur infligent tout ça ont quelque chose à cacher, et maintenant c'est fini, ils veulent savoir quoi. Alors Gustave a dit, la situation ressemble un peu au film Soleil Vert, tu sais, le fameux, les gens sont parqués, sont nourris gratuitement, sont euthanasiés, et à la fin, on découvre qu'il y avait bel et bien quelque chose à cacher. Là, je suis d'accord, a dit Léon, le temps des révélations arrive, dans la finance aussi. Tu as intérêt en ce moment à convertir tes actions en villas en Floride parce que des types comme Elon Musk ne vont pas faire de cadeaux à ceux qui règnent par le mensonge, par la corruption commerciale, par le chantage, l'exploitation humaine, l'abus des enfants. Cette semaine, je vous signale, gros scandale, pédophile ministériel en Australie. Aux États-Unis, il y a l'affaire Clinton qui mitonne toujours. Les 6 voyages de Bill Gates sur le Lolita Express, c'est pareil. Et l'abonné au Monde a dit, toujours cette obsession, qu'il y a des choses cachées, et ce fameux complotisme, gna gna gna, moi j'ai une vérité que personne ne veut voir, mais arrêtez, arrêtez. Gustave a dit, écoute, c'est comme pour le fameux professeur Luc M, là, dont on ne peut plus dire le nom. Moi je dis qu'un prix Nobel de médecine, quand il parle de sa spécialité, et quand il n'est pas de l'avis de ses collègues, il ne peut pas être qualifié de complotiste, et écarté des plateaux, sauf par un gouvernement pourri. Alors, je suis désolé, on vient de voir que notre gouvernement en est capable, justement, d'évincer les plus hautes autorités morales, les plus hauts ingénieurs et patrons. En Chine, par exemple, les mêmes peuvent se retrouver avec une pancarte autour du cou. Eh bien, en ce moment, les gens se relèvent chez nous pour dire qu'ils veulent continuer à penser ce qu'ils veulent et qu'ils sont prêts à tout plutôt que d'accepter la pancarte autour du cou. Ils sont prêts à quoi? Tu dis à tout, c'est quoi tout? A dit l'abonné au Monde. Ben, à se battre, à regarder ce qu'il y a derrière les choses, derrière le décor, sous les jupes de la reine, analyser les faux états civils, faire de la généalogie, faire des tests ADN sur le petit Trudeau, ou sonder le courrier du pape, ou celui de la commissaire européenne, enquêter sur les essais cliniques et les autorisations. En fait, le fameux élixir ne soigne pas. Ça, les gens en sont désormais convaincus. Il sert juste à t'arracher ton consentement dans tous les domaines. Il y a même des gens suspicieux en ce moment qui viennent de se monter en tribunal, que des pontes dans leur domaine, et qui te disent que l'élixir a en vérité pour objet de rendre les gens malades et de décimer les populations, comme dans Soleil Vert justement. Et je dis à Léon, et donc tu en penses quoi, lui ai-je demandé, en tant qu'extra-lucide de ces rumeurs de plans délibérés pour dépeupler. Il m'a répondu, écoute, j'en pense que oui et non. Non, ils n'ont pas prévu de décimer directement. Ils voulaient juste faire peur pour obliger les gens à la fermer pendant la crise économique qui arrivait. Il fallait les obliger à faire ce qu'on leur dit. Mais, manque de peau, le truc qui était censé faire accepter tout ça, la crise par la peur, le remède miracle qui soigne un mal planétaire, en fait, ne soigne pas bien, pas du tout d'ailleurs. Le mal n'est même pas aussi dévorant ni planétaire qu'on l'avait dit, que prévu en tout cas. Donc les gens ne sont pas libérés ni délivrés pour autant par leur élixir à 4 doses. Là, le prétexte sanitaire n'est plus là, mais même avec tous leurs papiers en règle, et même si le risque n'existe plus, ils restent esclaves, ils restent inquiets, donc ils ont raison, parce que apparemment l'élixir non seulement ne les a pas guéris, mais les a rendus plus fragiles qu'avant. Ils attrapent tout, et leurs enfants aussi. Du coup, ils disent, on nous a menti, on nous a rendus esclaves, et maintenant on nous rend malades.
Donc, a dit Gustave, et là, à l'expression de Léon, nous avons compris que c'était la minute prophétique qui s'annonçait. Donc, maintenant, le système veut absolument les convaincre, tous ces gens, que s'ils s'agitent et s'ils disent non, s'ils applaudissent les camions et les blocages dans les rues, ils ruinent l'économie, ils compromettent l'équilibre général. Alors qu'en fait, il n'y avait pas d'équilibre général. Il faut le dire, nous sommes dans une crise financière majeure depuis 2 ans. Ce qui sort en ce moment comme avertissement boursier là, de Big Pharma, c'est l'équivalent de la faillite d'Enron en 2008. Ensuite, ça a été Lehman Brothers. Là, on va voir capoter en bourse la pharmacie criminelle, donc. Ensuite, ça sera BlackRock, qui est de gros actionnaires. Ensuite, on va te répéter, ne dites surtout pas la vérité, car c'est elle qui fait baisser la bourse. C'est comme ici, a dit Léon, le maire de Saint-Barnabé, vous savez, la commune va passer sous tutelle de la préfecture tellement la gestion est nulle. Eh ben, il t'explique que si tu protestes, tu contribues à affaiblir le crédit de sa commune, donc ses finances. Donc c'est exactement le même schéma psychologique. Première étape, les élites ruinent les finances publiques à force de mauvaise gestion et la confiance, mais elles essaient de vous dire, si vous protestez, vous allez aggraver la banqueroute. Sauf que là, les gens ont compris qu'il y avait un prix à payer pour leur docilité et que ce prix, c'était leur liberté, et tous les jours davantage. Tout ça, a dit l'abonné au monde, ce sont des grands mots, et comme tous les prophètes, tu pars dans des généralités, c'est beaucoup plus commode. Et là, Léon a un peu agacé quand même, parce que c'était pas la première fois, a dit, écoute, je vais préciser, mais je te rappelle un truc. C'est que ce que les prophètes prédisent le mieux, ce n'est pas ce qui arrive, c'est ce qui n'arrive pas. Et par exemple, je vais te citer tout ce qui ne se passe pas en ce moment comme prévu. D'abord, au lieu d'avoir une confiance aveugle, les gens ouvrent les yeux. Ça, c'était pas prévu. Par exemple, ils détestent le corps médical, officiel en tout cas. C'est nouveau, ça. Ils découvrent que leur petit généraliste n'est pas sympa du tout et qu'il est du genre à les dénoncer à la Sécu. Du coup, au lieu de s'en remettre à l'élixir miracle, ils te disent on arrête les frais, on résiste, on emmerde le petit généraliste qui se prend pour un chef. Attends, j'ai pas fini, a dit Léon, tu m'as demandé ce qui se passe pas comme prévu, je te le dis. Il se passe pas comme prévu non plus l'inflation, parce que les prix augmentent en ce moment terriblement dans des proportions phénoménales, mais encore invisibles. Pourquoi invisibles? Parce que l'INSEE inclut dans l'indice des choses qui n'ont rien à y faire pour t'annoncer finalement que l'inflation est de 3%, alors qu'en fait c'est plutôt 15%. Et aux États-Unis, et partout, c'est pareil. Sur un an, aux États-Unis, le prix de l'essence a doublé. Alors là, j'ai dit à Léon, mais non, tout ça, on le sait plus ou moins. Raconte-nous plutôt comment tu vois l'élection présidentielle, c'est dans 2 mois. Mais je vous l'ai dit. Tu nous as dit que tu voyais Villiers, mais c'est pas raisonnable. Si, c'est ma raison à moi, a-t-il dit. Zemmour est en train de réclamer des signatures de maire, c'est une proposition. Il va proposer ses services, et après c'est la Providence qui décide, qui dispose, et moi, comme tous les gens qui sont un peu voyants sur les bords, je pense, depuis 1 an et demi, que la Providence disposera en faveur de l'autre, c'est-à-dire en faveur de Villiers. Je ne sais pas comment ni pourquoi, ou si plutôt je m'en doute, mais comme je suis un devin honnête, je suis obligé de te dire que je m'interroge souvent sur ce que je ressens en essayant de raisonner juste après. Et quand je joue les détectives, quand on quitte l'intuition comme ça pour entrer dans les supputations, je suis honnête, je vous préviens. Admettons, a dit Gustave qui regardait sa montre, donne-nous les intuitions pour les supputations, on les fera nous-mêmes. Ton intuition, si je résume bien, c'est que Villiers va ramasser les signatures qui manquent à l'autre et prendre le témoin avant de passer à la ligne d'arrivée. Oui, a dit Léon, et je ne vous dis pas pourquoi. Si tu nous as dit il y a 1 an que Tchoupi ne se présentait pas à cause d'une affaire de dernière minute. Oui, et dit Léon, et pareil, je préfère éviter de vous dire pourquoi, exactement, parce que là c'est carrément effrayant. Bon, d'accord, a dit Gustave, il y a eu quand même un léger silence autour du mot effrayant. Et Gustave a dit, ça veut dire quoi? Que c'est pour une raison qu'on ne connaît pas déjà. En quelque sorte, a dit Léon, en tout cas quand on la connaîtra, quand on saura à quoi les élites ont prêté la main, sur quoi elles ont fermé les yeux, c'est le discrédit de tout un monde qui va se produire. Donc la configuration que tu nous annonçais, a dit Gustave, est en train de se dessiner. L'un n'y va pas, l'autre n'y va plus. Et que devient la candidate avec un nom en S, là, celle qui fait des blagues poète-poète hyper gênantes à la tribune du Zénith? Eh ben, elle devient impossible à envisager, a dit Léon, parce qu'il y a un moment où les gens se disent, elle est mauvaise, elle joue mal, donc ils sifflent la pièce.
Bon, a dit Gustave, qui s'amusait beaucoup, et nous aussi, je dois reconnaître. Et donc, ça nous laisse deux personnes aux prises à la fin, la Marine et l'Aristo, c'est ça? Par élimination, oui, a dit Léon, qui a ajouté, ce qu'il faut voir, c'est que le monde entier, là, est dans une situation inédite et que les gens commencent à se regarder effarés d'un pays à l'autre, comme pendant le 11 septembre, on est entré dans le domaine du salut public, dans une sorte d'autarcie, dans le sauf qui peut, et en France, on a une chance, a dit Léon toujours, c'est d'être les chéris des Russes, pour des raisons historiques. Or, ils sont la clé de l'avenir de l'Europe, je vous l'ai déjà dit. Là, Vladimir a appuyé, c'est vrai, ils adorent les Français, ils adorent l'histoire commune avec les Français, un quart des mots russes vient du français, et le grand-duc Georges, le dernier Romanov, a tout un passé français, comme sa famille d'ailleurs, depuis l'émigration, mais hélas, ça s'arrête là, parce que le dernier descendant des Tsars a travaillé 10 ans pour le Parlement européen. Et, a ajouté Gustave, le descendant des Bourbons, le duc d'Anjou, travaille, lui, pour une banque et vient d'annoncer, comme une mauviette, comme un vulgaire petit Trudeau, qu'il se mettait une semaine en quarantaine parce qu'il avait l'Omicron. Donc il fait le bon élève, pour un prétendant au trône, ça fait un peu pitié. Et Léon a dit, écoutez, très sérieusement, de toute façon, je crois que Villiers va nous dégoter quelqu'un d'autre dans le même panier. Tu veux dire dynastique? Oui, c'est ça. L'abonné au monde a dit avec une lourde ironie, un roi. Léon a répondu en redoublant d'ironie, tout de suite les grands mots. Non, pas un roi, un monarque, un grand monarque. Et Gustave a dit, dis donc, ça sert à rien que j'essaie de trouver le portable du duc d'Anjou, c'est grillé alors. Ah si, a dit Léon, essaie quand même, en plaisantant qu'à moitié, j'ai un truc à lui dire. Et il a rajouté, non, je suis sérieux. Moi, je vous avoue que j'ai adoré cette séquence parce qu'on était dans les séries de livres de poche, vous savez, que je lisais quand j'avais 12 ans, sur les secrets de l'histoire de France. Un peu plus, on débouchait sur le secret de Rennes-le-Château, dont il faudra que nous parlions parce que c'est l'un des sujets favoris de Gustave. En tout cas, lui, il a adoré les perspectives ouvertes par Léon. Et il lui a dit, écoute, il faut que je te téléphone cette semaine. Et Léon lui a répondu, va plutôt mettre un cierge à 2 € à l'église, c'est la ligne directe. À bientôt, merci.